Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'eau qui nous entoure et croyez-moi, elle a une histoire absolument fascinante. Un voyage qui dure depuis des milliards d'années. Alors plongeons ensemble dans le cycle incroyable de cette ressource si vitale. On commence tout de suite avec une idée un peu vertigineuse. L'eau que l'on boit aujourd'hui, c'est la même que celle qui abreuvait les dinosaures. C'est fou, non? La quantité totale d'eau sur Terre est fixe. C'est un système complètement fermé qui se recycle à l'infini. D'ailleurs, quand on la regarde depuis l'espace, notre planète est une sorte de bille bleue qui scintille. Et ce surnom, la planète bleue, ce n'est évidemment pas un hasard. Ça reflète une réalité fondamentale de notre monde. D'accord, la planète bleue. Mais bleue à quel point exactement? Pour bien comprendre l'immensité de ce monde d'eau, le mieux c'est encore de regarder les chiffres. Et le voilà, le chiffre, 71%. C'est la proportion de la surface de la Terre qui est recouverte d'eau. Pour se faire une idée, ça veut dire que pour chaque morceau de terre, il y a plus de 2 morceaux d'océan. C'est énorme. Et c'est ça qui façonne notre climat, notre géographie, bref, notre vie. Mais attention, cette abondance, elle est un peu trompeuse. Où est-ce qu'elle se trouve, toute cette eau? Parce que sa répartition est loin d'être simple. Et c'est justement là que se trouve le véritable enjeu. En fait, la quasi-totalité de cette eau, 97,5%, elle est salée, donc impropre à la consommation. Ça veut dire que toute la vie sur Terre, nous y compris, doit se partager ce qui reste, c'est-à-dire les 2,5%. C'est une proportion vraiment minuscule. Cette rareté fait donc de l'eau douce l'une des ressources les plus précieuses de notre planète. Et on comprend tout de suite que sa gestion, sa préservation sont des défis absolument cruciaux pour notre avenir. Et le paradoxe continue, parce que sur cette toute petite part de douce, la grande majorité est en fait inaccessible. Près de 80% est gelée comme prisonnière des glaciers et des calottes polaires. C'est la plus grande réserve d'eau douce au monde, oui, mais elle est hors de notre portée directe. Au final, si on fait le calcul, l'eau qui est vraiment accessible pour des milliards d'êtres humains et pour tous les écosystèmes, ça ne représente que 1% de ces fameux 2,5%. Pour donner une image, si toute l'eau de la Terre tenait dans une grande baignoire, l'eau douce disponible ne remplirait même pas une cuillère à café. Ça donne une idée de sa préciosité. L'eau, c'est aussi une sorte de magicienne. C'est une des seules substances sur Terre qu'on peut trouver naturellement sous 3 états différents, solide, liquide et gazeux. Allons voir ces 3 visages. D'abord, l'état solide, c'est la glace, la neige. Il faut penser à la puissance incroyable des glaciers qui sculptent des montagnes entières ou juste à la beauté d'un flocon. Ensuite, bien sûr, l'état liquide. C'est celui qu'on connaît le mieux, celui qui est synonyme de vie, c'est l'eau qui coule dans les rivières, qui remplit les lacs et qui forme nos océans. Et enfin, l'état gazeux. Une vapeur complètement invisible qui nous entoure en permanence. On ne la sent pas, mais cette humidité dans l'air, elle est essentielle pour réguler le climat. Et ces changements d'état, ce n'est pas de la magie, c'est une simple question d'énergie. Quand on chauffe, ça provoque la fusion et l'évaporation. Et quand on refroidit, ça entraîne la condensation et la solidification. C'est une sorte de balai thermique permanent. Et c'est justement ce balai incessant de transformation qui est le moteur de notre planète. Ça alimente ce qu'on appelle le cycle de l'eau, un voyage perpétuel. Essayons d'imaginer le voyage d'une seule molécule d'eau. Elle peut passer des siècles dans l'océan, puis s'élever dans un nuage, traverser tout un continent, tomber en pluie sur une forêt et finir dans une rivière avant de repartir vers la mer. C'est un voyage qui ne s'arrête littéralement jamais. Ce voyage, on peut le décomposer en 4 étapes principales. L'évaporation, la condensation, les précipitations et le ruissellement. Tout commence avec l'évaporation. Le soleil chauffe l'eau liquide, qui s'allège, devient vapeur et s'élève dans l'atmosphère. En altitude, l'air devient plus froid, et cette baisse de température force la vapeur d'eau à se condenser, à redevenir liquide. Elle forme alors des milliards de gouttelettes qui, tout ensemble, créent les nuages qu'on voit dans le ciel. En fait, ce cycle, c'est un immense système de purification et distribution d'eau à l'échelle de la planète. Mais il faut bien retenir une chose, aucune nouvelle eau n'est jamais créée. Le volume total reste le même, pour toujours. On a parlé de la vapeur d'eau qui est invisible. Mais comment on peut prouver la présence d'eau là où on ne la voit pas, par exemple dans notre nourriture? Eh bien, la chimie nous donne une réponse toute simple et même assez colorée. Il suffit d'une simple poudre blanche qui va agir comme une sorte de détective. Au moindre contact avec de l'eau, elle va changer de couleur de manière assez spectaculaire. Et voilà le réactif en question. Ça s'appelle le sulfate de cuivre anhydre. Regardez bien, la poudre au départ est blanche, et hop, dès qu'elle touche de l'eau, elle vire instantanément au bleu vif. C'est un indicateur chimique qui ne trompe pas. Avec ce simple test, on se rend compte que l'eau est un composant essentiel de la plupart de nos aliments, même ceux qui ont l'air tout secs, comme le pain. Ça montre bien à quel point l'eau est vraiment partout, au cœur de notre alimentation, au cœur de la vie.
Et tout ça nous laisse avec une dernière réflexion. Maintenant qu'on sait que chaque goutte d'eau fait partie d'un cycle ancien, fini et précieux, est-ce que ça ne change pas un peu notre façon de voir l'eau qu'on utilise tous les jours ?